Bonsoir, je suis juste très heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous mené par Joël Gaillot. Donc vous allez retrouver de plus en plus, puisque Joël maintenant travaille avec nos TNB sur tout ce qui est des publications et de l'organisation des rencontres. Et puis surtout Geneviève Fraisse, donc je suis très très honoré de votre présence ici. Si. On est très heureux de vous retrouver au cours de cette saison qui, en dehors des spectacles, qui abordent ces questions dont vous allez parler ce soir, en dehors des spectacles, nous ce qu'on aime bien, c'est que ce que propose le plateau puisse être aussi une ouverture à d'autres façons de lire ce que propose la mise en scène et d'être dans cet aller-retour entre le plateau et le monde et la pensée. Le spectacle n'est pas juste ce moment de consommation d'un spectacle, il y a de l'avant, il y a de l'après, il y a quelque chose qui se prolonge à travers ce type de rencontre. Et puis de ce qui est proposé cette année, c'est vrai que la question, c'était anticipé par rapport aux événements, je vais dire, les plus récents, mais la question de donner à entendre et découvrir les différentes facettes d'une pensée, il n'y en a pas qu'une féministe, et l'occasion en alternance avec certains spectacles, peut-être de donner des regards différents sur quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de changer profondément la société. Et voilà, donc je suis très content que ce soit vous qui participiez à tout cet ensemble de rencontres qu'il va y avoir. Et je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, je vais juste introduire brièvement ce moment avec Joël. Voilà. Merci. Merci Arthur. Oui, effectivement, on est très très content d'avoir avec nous Geneviève Fraisse, qui est, comme vous le savez, une philosophe de la pensée féministe, qui a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels l'un d'eux qui va servir de base à notre échange ce soir, qui est celui-ci que vous allez trouver à la librairie en haut, mais il n'y a pas que celui-là. C'est La suite de l'histoire, actrice, créatrice. Il est paru aux éditions du Seuil. Quand j'ai demandé à Geneviève de venir à Rennes, au TNB, c'était en novembre. C'était au moment où il y avait ici la diffusion du film de Roman Polanski, qui a rencontré, comme vous le savez, les oppositions qui ont fait qu'à certains moments, la diffusion n'a pas pu avoir lieu. Et on avait décidé avec Arthur, avec Anne Cuissé, effectivement, d'essayer de nous projeter au-delà du temps de cette diffusion et de cette polémique pour réfléchir à ce qui était en train de se passer. Et le fait est que c'est très compliqué, en tout cas pour nous, pour moi, pour nous, c'était assez compliqué de nommer ce qui se passait. Les accords sont très délicats à trouver sur ce qu'on a appelé l'affaire Polanski. Depuis, il y a eu aussi la prise de parole d'Adèle Haenel, il y a eu l'affaire Gabriel Maznev, et tout ça a été précédé par l'affaire Harvey Weinstein, dont le procès est en train de se tenir actuellement. Procès qui me paraît en partie un peu tronqué, puisque je crois qu'il y a eu des grosses sommes d'argent versées à la plupart des femmes qui avaient pris la parole. Donc peut-être, c'est pas l'objet de la conversation qu'on va avoir ce soir, parce que je voudrais que le sujet de la conversation soit vraiment appuyé sur La suite de l'histoire, qui est un bouquin absolument formidable et qui, quand vous le lisez, vous éclaire considérablement sur la façon dont l'art est en fait une sorte de noyau dur d'où peuvent surgir plein de potentialités et plein de possibilités, en tout cas dans le regard de Geneviève et dans l'analyse que Geneviève peut en faire. Mais bref, avant d'arriver à ça, quand même, Geneviève, j'aimerais bien avoir ton retour. On va pas faire comme si on se voyait puisqu'on se tutoie et qu'on n'est pas à la radio. Ton retour sur voilà, ce qui s'est passé avec Polanski, peut-être ce qui se passe aujourd'hui avec Maznev. On est un peu paumés, tous autant qu'on est, sur les attitudes à adopter, sur les réactions à avoir. On a le sentiment que le curseur se déplace très loin à un point et puis il revient très loin en boomerang à l'autre point. Et c'est compliqué. Alors c'est compliqué de parler. Alors, je trouve pas ça compliqué. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas d'effet de boomerang. Je pense que c'est quelque chose qui avance. C'est-à-dire dans l'espace public qui a été créé par MeToo, parce que c'est un espace public, cette fameuse prise de parole, qui n'est pas de la libération de la parole, encore qu'on puisse en rediscuter, mais moi j'avais beaucoup opposé prise de la parole à libération de la parole. C'est-à-dire que c'est les femmes qui ont les moyens économiques de prendre la parole. C'est ça l'histoire de MeToo, fondamentalement. Dans un milieu qui est le milieu de l'art. Alors il se trouve que c'est le milieu de l'industrie cinématographique, mais c'est aussi le milieu de l'art.
Hein, mais n'oublions pas l'industrie, c'est le fait qu'il s'agit beaucoup d'argent. Donc on a cet espace qui s'est ouvert, et cet espace, ce qu'on avait été plusieurs à remarquer ces 2 dernières années, c'est que c'était très drôle. Il y avait énormément de pays où des hommes tombaient, mais pas en France. Pas en Italie non plus d'ailleurs. C'était très drôle, c'était à la fois MeToo passait les frontières, et en même temps passait pas les frontières de la même façon partout. Donc il y avait plein d'hommes qui tombaient aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, dans différents pays, pas tous soi-disant anglo-saxons, puritains, etc. Et en France, c'était relativement immobile. Même Luc Besson avait été blanchi ou quasi, etc., etc. Et puis arrive ce triptyque Polanski, Rugia, Maznev, c'est-à-dire 3 hommes. Donc pour moi, c'est pas du boomerang. Le boomerang, ça peut être, il peut venir ailleurs et autrement. Je pourrais en parler aussi. Mais là, c'est plutôt une ouverture de l'espace qui se fait sur une question vraiment intéressante. Et c'est pas la seule, mais c'en est une. Et c'était aussi le sens de notre discussion il y a 2 mois. C'est sur la question de l'homme et l'œuvre. Et sur la question de l'homme et l'œuvre, je trouve que on peut dire des choses intéressantes au lieu de dire simplement soit c'est tout est dans tout, soit rien n'est dans tout. Il y a, à mon avis, un vrai sujet et qui nous éviterait ce genre d'extrême aussi stupide l'un que l'autre, à mon avis. Pourquoi? Alors, si je prends Polanski, Rugia, Maznev, c'est en 2 mois, la France tout d'un coup se réveille et il y a 3 histoires énormes qui sortent avec des personnalités extrêmement puissantes qui vont intervenir. Qu'est-ce qu'on doit dire autour de tout ça? C'est quelque chose que moi j'ai travaillé pas mal dans mes travaux antérieurs, à savoir la question de ce que j'appelle les 2 éros. Il y a 2 éros. Il y a le désir de l'autre et le désir de savoir. Il y a le désir de l'autre et le désir de créer. Ça, c'est dans Platon. J'ai pas besoin non plus d'aller chercher des inconnus. Je veux dire, c'est dans le banquet de Platon. Tout bêtement. Donc, si on reprend ça, c'est un travail que j'avais fait, qui maintenant est à côté du genre, hein, mais qui s'appelait La différence des sexes, un petit peu philosophie d'il y a 25 ans, où j'étais repartie de là. C'est-à-dire sur comment est posée la question du désir. Il y a 2 désirs. Alors, comment ces désirs se croisent? C'est là où ça commence à devenir intéressant. On l'a vu, par exemple, si on prend l'affaire Adèle Haenel-Rugia, il a ce terme incroyable. Il dit je me suis comporté comme un Pygmalion. Donc, il voulait animer quelque chose de ce corps féminin d'une gamine à l'intérieur de l'œuvre. C'est pas ça. Après, il est retombé bien bas en disant elle voulait être embauchée pour le 2e film et puis moi je voulais pas. Enfin bon, il a ridiculisé la position qu'il avait lui-même tenue intelligemment en disant j'étais un Pygmalion. Ça veut dire qu'il croisait bien le corps de cette jeune fille et l'œuvre qu'il était en train de faire avec elle. Et si on prend, alors je vais revenir à Polanski après. Ce qui est drôle aussi dans le débat franco-français, c'est qu'en 2 mois, on passe de séparons l'homme et l'œuvre avec Polanski, vous êtes toutes des imbéciles à tout mélanger, vous qui voulez empêcher, etc., à bah oui, l'homme et l'œuvre, c'est la même chose avec Maznev. Moi, j'ai quand même rigolé. Non, mais il faut avoir beaucoup d'humour quand même. Parce qu'en 2 mois, les arguments sur Polanski se cassent la gueule. On a l'exemple exactement opposé. Donc moi, je trouve ça très... J'y vois une sorte comme si l'horloge du temps politique était en marche, quoi. Et alors moi, je peux revenir très brièvement parce qu'on ne fera pas toute la soirée là-dessus, à Polanski. Il y a un truc très intéressant, il s'était pointé par un historien très bien dans un article du Monde, qui disait, mais comment il raconte l'histoire du capitaine Dreyfus? Il y a un truc qui cloche. C'est Vincent Duclerc, je crois, alors l'historien en question, toujours nommer le plus possible les gens auxquels on fait référence. Il dit pourquoi on met le colonel Picard au centre dans ce film, comme étant donc le colonel, donc un militaire, qui à l'intérieur de l'institution militaire se pose le problème de l'injustice. Or, c'est pas ça l'histoire. Je veux dire, la mise en cause de cette injustice, elle vient de l'extérieur de l'institution militaire. Elle vient de ce qui deviendra le mot intellectuel. Le mot intellectuel date de l'affaire Dreyfus. Il est né avec l'affaire Dreyfus, ce néologisme. Il vient de Zola et des autres. Donc, l'interprétation que fait Polanski de l'affaire Dreyfus, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il y en a un autre qui se réclame de l'affaire Dreyfus, c'est
notre prédicateur préféré, Tariq Ramadan. Qui lui aussi dit « je suis victime comme Dreyfus ». Ils n'ont pas peur d'être comme Dreyfus, parce que c'est sous-entendu par Polanski. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait porter la dénonciation de l'injustice à quelqu'un qui est dans le système du pouvoir. C'est-à-dire que lui-même se met dans ce qu'on appellerait le patriarcat ou les hommes pour dire qu'il n'est pas un homme qui a fauté. Ou bien il peut dénoncer cette idée de dire que c'est de l'intérieur de l'institution dominante que va venir la dénonciation de l'injustice. C'est un choix qui est un choix de contenu. Donc moi, si on va chercher l'homme et l'œuvre, il faut savoir de quel contenu il parle. Là, moi, je trouve que faire cette remarque de contenu est assez passionnante, parce que ça veut dire que son interprétation, qui est critiquée par les spécialistes de l'affaire Dreyfus, va dans le sens d'un plaidoyer pro domo. Voilà. Mais qui est caché. Il n'est pas en train d'écrire son histoire. Mais c'est ça, l'homme et l'œuvre. C'est comment il défend l'institution dominante. C'est là qu'on trouve l'homme dans l'œuvre. Donc c'est ça il faut pas être stupide et seulement penser qu'on va faire du Matzneff à dire je couche avec les jeunes gamines. Bon, ça c'est énorme, mais c'est trop facile à la limite. Plus intéressant est d'aller voir comment ça se travaille. Donc c'est pour ça que je reprenais l'exemple de Roger qui se voit comme un Pygmalion, ou disons Polanski qui met en scène principalement un colonel de l'armée. Voilà, c'est ça là où ça va dans le même sens, ça accompagne ce que je dis quand je dis il y a deux Eros, et on travaille avec ces deux Eros. Je voudrais qu'on essaye, Geneviève, de faire des allers-retours avec ton livre, parce que j'ai l'impression que ce que tu racontes de ce qui s'est passé en art, dans le milieu de l'art, que ce soit la littérature, que ce soit les arts plastiques, que ce soit le cinéma, la photographie, la peinture, enfin tous les champs disciplinaires qui sont dans l'art, ce qui s'est passé dans l'art est, je le disais, comme le noyau dur de ce qui pourrait ou de ce qui est en train de se passer au niveau de la société ou au niveau politique. Et ce qui est très troublant, c'est qu'un des premiers chapitres de la suite de l'histoire, c'est l'histoire de la voix, VOIX, comme moyen d'émancipation, en tout cas comme affirmation par certaines romancières. Et après, il y a aussi les cantatrices, c'est pas juste la voix, c'est la voix en tant qu'organe aussi. Tout en même temps. Et là, devant l'accumulation qui joue aussi des prises de parole, donc de la voix, moi je ne peux pas m'empêcher de tirer un fil entre l'origine de la suite de l'histoire, c'est à partir de là que ça démarre. Non, ça démarre avec les philosophes. Ça démarre avec les philosophes, mais c'est vrai que je passe par-dessus pour atterrir directement dans ce chapitre-là. Quand même que j'employais des termes de théâtre. J'ai planté un décor. Puis j'ai dit, ça s'appelle le décor, puis après l'action, la voix est dans l'action. Oui. Donc c'est quand même, il y a quand même là une référence au théâtre que j'avais. Mais on va revenir au théâtre. On va revenir au théâtre. Pas perçu. Mais oui, donc, si tu veux, alors pourquoi je reprends l'idée de l'histoire des philosophes et du décor, c'est parce que j'ai construit l'histoire comme si... Bon, c'est une des descendances d'un livre que j'ai publié à 30 ans qui s'appelle Muse de la raison, qui se fait le lendemain de la Révolution française, et comment finalement la démocratie s'est installée en France en étant non pas excluante comme dans l'Antiquité, mais exclusive. C'est-à-dire on appartient tous à la démocratie, mais tout le monde ne s'assiera pas autour de la table du banquet. Les femmes resteront debout, quoi. Qui est une image qui me rappelle des pays du Maghreb où je me suis retrouvée assise avec les hommes à table et les femmes restaient debout autour. Je m'en suis jamais vraiment remise de cette image. Et la démocratie exclusive, c'est ça. On est tous dans la même pièce, mais tout le monde ne s'assoit pas à la table. Donc, il y a deux descendances. Il y a la descendance du pour toutes. Dans la sexuation du monde que je vois que tu as porté, il y a la partie pour toutes que j'ai beaucoup traité ces 30 dernières années sur la citoyenneté, l'autonomie, enfin, ce que tout le monde peut faire, je sais pas, l'accès au savoir, quoi. On peut dire l'accès au savoir, à l'emploi rémunéré, à la citoyenneté, etc. Et puis pour chacune qui seraient les artistes. Et on a donc c'est la descendance du côté des artistes que je traite dans la suite de l'histoire, que j'avais traité dans des textes qui sont égrenés dans mes recueils, mais jamais dans un livre en tant que tel, même si ça traînait depuis des années, mais je l'ai enfin fait. Et l'idée, c'est que elles sont face à deux hommes, notamment, qui sont que je mets dans le décor, du milieu du XVIIIe siècle, qui sont Kant et Rousseau, qui chacun disent non, il n'y a pas de génie. La lettre à d'Alembert, elle est géniale. De Rousseau, je la conseille toujours, bien plus que
bien plus que le livre 5 de l'Émile de Rousseau qu'on va toujours chercher pour dire on n'a pas envie que les filles apprennent à lire ou à être studieuses, mais c'est bien plus intéressant la lettre d'Alembert qui est sur le spectacle, elles sont les lettres sur le spectacle, parce qu'il va dire non, la femme, elle sera pas un génie, puis il faut pas qu'elle monte sur scène, elle va détruire la société si elle se fait voir, etc., etc. On a tous les arguments. Et puis on a à côté, on a Kant, à peu près au même moment, tout ça autour des années 1760, pardon, qui dit oui, mais les hommes ont accès au sublime et les femmes au beau. Là, il y a une hiérarchie là. Les femmes n'ont pas accès au sublime. Et finalement, la voix, pour moi, de 3 textes que je mets en avant, qui sont 3 textes de Germaine de Staël, de Flora Tristan et de George Sand, c'est-à-dire Corinne de Madame de Staël, Méphis de Flora Tristan et Consuelo de George Sand, qui racontent toutes les 3. Et vous voyez que c'est quand même pas des noms tout à fait, enfin toutes des 3 femmes remarquables et en même temps qui ne sont pas sur les mêmes plantées dans les mêmes endroits politiques. Et ces 3 femmes font toutes les 3 un roman pour raconter comment une femme est à la fois compositrice et actrice ou se montrant sur scène, seule, ce qui est très important, c'est-à-dire l'unicité. Et donc ces 3 parcours différents, et je vais les égrener dans ce chapitre pour montrer qu'elles vont toutes les 3 subvertir certaines règles, en payer le prix du point de vue du deuxième Éros, donc de l'éros du désir de l'autre, et en même temps tenir bon quant à leur nécessité d'avoir cette voix sur scène. Et ça m'a d'autant plus, disons, tenu en alerte que mon tout premier texte, il y a une éternité, c'était sur la voix des femmes, qui est l'organe, le journal que des femmes vont tenir pendant la Révolution de 1848. C'est un quasi quotidien. Et c'est d'autant plus stupéfiant, donc c'est une révolution qui dure 3 mois. Et c'était le premier texte que j'ai travaillé, sur lequel j'ai écrit, c'est La voix des femmes. Et ça s'appelle, donc en 1848, très peu de temps après, Consuelo doit être de 1840 et des poussières, Méphis un peu avant, et c'est vrai que Corinne est du tout début du siècle. Mais c'est vrai qu'on a là, dès que les femmes prennent la parole là, à nouveau, et sont une voix, que je vais ramener aussi par rapport aux danseuses du tournant des années 1900, qui vont se produire aussi toutes seules, que ça soit Loie Fuller et Isadora Duncan, contre le ballet, qui était cette pluralité de corps organisés, où la singularité finalement d'une expression était impensable et impossible. Et souhaitait-elle d'ailleurs. Mais d'ailleurs, à cet égard, on parlait de ça avec Arthur tout à l'heure, parce qu'il a fait ici une présentation du spectacle qu'il va créer. C'est un texte de Pascal Rambert qui s'appelle Mes frères, où il y a 4 frères et leur servante. Et la servante à la fin, enfin je vais très vite sur le résumé du texte. La servante, je peux le dire Arthur ? Je peux dire la fin ? Je peux dire la fin ou pas ? Bon, elle va rester seule et triomphante, dirons-nous. Et il y a un chapitre. Vous parlez de ça, tu parles de ça, Geneviève. Ça, je suis rattrapée par la radio. Tu parles de ça, Geneviève, quand tu parles de Angelica Lidl, où tu dis il y a quelque chose qui se passe sur la scène du théâtre où l'homme qui était l'unique, entouré par la multitude des femmes, est aujourd'hui lui-même la multitude qui entoure l'unique, la femme. Et tu t'appuies sur un spectacle d'Angelica Lidl qu'on a pu voir il y a 2 ans, je crois, au théâtre de l'Odéon, où effectivement, et elle faisait souffrir ces hommes à qui elle demandait de se prêter à des exercices physiques très très fatigants et douloureux. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Parce que la suite de l'histoire, c'est comment la représentation est déréglée. Oui, ça, ce qui est un concept, ce qui est passionnant comme concept. Règlements de représentation. On casse pas, on brise pas, on détruit pas, on dérègle. Alors ça c'est génial. Tu passes à autre chose. Oui, j'associe 2 choses, pardon. Non, mais c'est extrêmement important qu'on va peut-être abandonner l'unicité sur la singularité. On y viendra après. Alors. De toute façon, je l'ai rapporté aussi à ce qui se passe un siècle plus tard autour des danseuses. Parce que c'est pas par hasard. Hein. Et puis Loie Fuller et Isadora Duncan, elles se rencontrent en plus. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elles sont dans une même prise, dans une même logique, qui est de cette singularité, qui seule pourra donner la gestuelle avec la danse et
et la voix avec ces compositrices, cantatrices du début du 19e siècle. Mais la question du dérèglement des représentations, ça c'est quelque chose que j'avais formulé il y a très longtemps, que je reprends sans cesse, parce que c'est en opposition entre le pour toutes et le pour chacune. C'est-à-dire que finalement, l'accès à l'inclusion des droits, sur lequel on a beaucoup travaillé pendant 200 ans, et sur laquelle et qui en gros c'est un cycle qui s'achève à la fin du XXe siècle parce que le cycle de droit est achevé. Et pourquoi je dis que le cycle de droit s'est achevé? Parce qu'il y a eu les droits civils, les droits politiques, les droits économiques et les droits familiaux. Ça ne veut pas dire que c'est parfait les droits obtenus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les perfectionner, qu'ils ne sont pas en danger. Mais ça veut dire qu'un cycle de droit a été accompli dans nos démocraties. Je dis, alors là, je me situe dans un certain espace mondial sur les 200 ans. Et ça, je peux le raconter, comment on a d'abord commencé par les droits civils, puis les droits politiques, puis les droits économiques, ça c'est l'Europe, puis les droits familiaux, qui étaient ce que Rousseau ne voulait surtout pas. C'est aussi pour ça que j'y tiens beaucoup, parce que Rousseau ne voulait surtout pas qu'on fasse entrer l'égalité dans la famille. Or, c'est ce que fait la fin du XXe siècle. Et ce qui se passe avec le 21e, c'est pour ça que c'était bien aussi de commencer par la question du corps des femmes, c'est que d'abord c'est le corps des femmes qui va s'installer comme ce que j'appelle dans mon livre sur féminisme et philosophie, qui vient de sortir aussi en folio, le corps collectif et non pas le corps individuel. Mais c'est après la raison des femmes. Et au milieu de tout ça, où est l'art dans tout ça? Alors l'inclusion, c'est très bien, mais on sait qu'on ne changera pas l'organisation sociale avec ça. C'est de l'inclusion. J'aurai les mêmes droits que les hommes. Et je pourrais faire les mêmes choses. Il y en a qui se sont amusés à dire que les femmes feraient autrement que les hommes. Moi, j'ai jamais suivi cette piste-là parce qu'il fallait avoir un petit peu de distance politique pour trouver que c'était du vite fait. Mais dans la question de l'art, c'est autrement. Parce que dans la question de l'art, alors vous voyez là que je ne me situe pas du point de vue de ce qu'a été ce qu'on appelle la subversion des normes dans la tradition de Judith Butler, etc., qui est qu'on irait ailleurs. Moi, je me situe dans l'intérieur de la tradition. Et la question de l'art, les artistes femmes vont s'introduire dans la tradition pour dérégler l'organisation des représentations. C'est ce que j'appelle le dérèglement des représentations. Et à mon sens, au lieu de penser que c'est de la simple inclusion, l'art fait que ça va vraiment, comme je dis, dézinguer les choses. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut sortir de là qui va mettre en cause la situation telle qu'elle est organisée aujourd'hui et pas seulement avoir le droit de rentrer à l'école des beaux-arts à la fin du 19e siècle, etc., etc. Est-ce qu'il peut y avoir donc un effet de contamination? C'est-à-dire que ça peut diffuser de la sphère de l'art à la sphère politique, à la sphère familiale, à la sphère domestique, à la sphère sociale. Ça, c'est la vraie question. Oui. C'est la question. Moi, je pense que vous croyez que oui, parce que je pense que. Pardon. Tu y crois? Moi, je crois que tu. Il y a quelque chose de tellement positif. C'est pas de l'ordre de la croyance. Oui. C'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de l'observation. Pour moi, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire que c'est tout en travaillant, et ça fait quand même, j'ose à peine le dire, bientôt 50 ans que je travaille sur ces questions-là. C'est vrai que c'est sur le chemin du travail que j'ai. Que de toute façon, ma génération, donc qui est celle du MLF, on ne demandait pas, on avait nos copines, certaines copines, enfin, copines ou pas, qui étaient au Parti Socialiste et qui voulaient faire bouger le Parti Socialiste. Pour nous, on voulait faire la révolution. Donc, si le féminisme s'inscrivait quelque part, c'était pour subvertir l'ordre social avec les copains qui, par ailleurs, sauf qu'on avait le problème qui existe encore aujourd'hui de la contradiction primaire et la contradiction secondaire, ce qui est du marxisme pur, et la question des femmes ou de l'égalité des sexes, c'était la question secondaire. Donc, attendez, on fait la révolution, puis on verra après. Et nous, on disait, non, on n'attendra pas, on le fera en même temps que vous. Donc, dans cette logique-là, le féminisme s'inscrivait donc dans ma toute jeunesse pour dire on va changer le monde. Et puis, on n'a pas changé le monde. C'est pas pour ça qu'on a cessé d'être féministe. Qu'après, on soit passé par un certain nombre d'inclusions nécessaires, moi, je ne le regrette pas, d'autant que j'y ai participé, avec des sentiments que je pourrais développer contradictoires. Mais voilà, c'était l'histoire me convoquait à cet endroit-là, et notamment sur les parenthèses politiques, etc. Mais il est toujours resté dans le fait que la question de l'art est aussi la question de la jouissance, d'une part, et la jouissance du symbolique, d'autre part. Et quand je dis l'art, j'inclus toutes sortes de créations, c'est-à-dire je vais jusqu'à la philosophie. D'ailleurs, je parle pas seulement des artistes.
Donc, c'est toute personne qui, singulièrement, va se mettre en situation de créer et donc d'aborder la question du symbolique. Et c'est là que ça coince. Moi, je pourrais le dire autrement. Le dérèglement. Si, par exemple, quand j'ai cette parenthèse politique et que je me retrouve députée européenne autour des années 2000, alors que je suis au CNRS et très heureuse d'être au CNRS, faire de la recherche et d'écrire mes livres, il est clair que quand je rentre de cette période-là, moi, je suis Tirésias, si je peux me permettre. C'est-à-dire que maintenant, je connais le monde politique et je connais le monde intellectuel. Eh bien, le plus sexiste et le plus violent en matière de domination, ce sont les intellectuels, ce ne sont pas les politiques. Parce que les politiques, c'est simple. Ils jouent la carte de la rivalité. Que les femmes viennent, ça les embête. Pourquoi? Ça les emmerde, je pourrais même dire. Pourquoi? Parce que c'est pousse-toi là que je m'y mette. Ces femmes vont prendre ma place. Mais c'est pas ça qui se passe ailleurs. Ailleurs, on pense comment? Et on va où jusqu'au fond de la pensée ou de la création artistique. Et à ce moment-là, les enjeux symboliques sont beaucoup plus forts. Donc le monde de la création, que ce soit celui de la philosophie ou des beaux-arts, et met en danger la domination. Donc, et tout ce qui est déréglé, et le dérèglement, on le voit autour de la question du corps des femmes, dans l'art, bien avant la question de MeToo, c'est-à-dire, disons, dans le mi-temps et dans la dernière partie du XXe siècle, comment les femmes artistes se sont emparées de la question du corps. Mais tout ça, donc de la question du symbolique avec la philosophie, ou comment les femmes vont utiliser artistes, vont passer par leur corps pour s'inscrire dans l'histoire de l'art de ces 50-80 dernières années, c'est tout à fait passionnant. Et là, on est dans le dérèglement des représentations. Donc peut-être on ne sait pas où on va. Et puis c'est une réclamation qui est de l'ordre de la jouissance. C'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit sur il y a bien deux éros. Donc c'est du désir. C'est pas seulement de l'inclusion. Et on va aller où avec ça? Le corps, c'est la base continue du livre, je trouve. Il est là comme une base continue. Donc il y a la voix, il y a le corps, il y a les corps, il y a le nu. Et tout ce que tu peux dire sur le nu qui est passionnant. Et il y a le sexe. Le sexe qui parle. Le sexe qui parle. Le sexe qui voit et le sexe qui parle. Et le sexe qui parle. Moi, ça m'a renvoyé directement vers un spectacle. Je me demande même s'il n'est pas passé à Rennes avec Valérie Lang, un texte de Laurent Godet, Onissos le Furieux, mise en scène par Stanislas Nordet. Il est sans doute venu au TNB, c'est bien possible, à Théâtre Ouvert, Ah ben, je l'ai vu aussi, oui. où elle était nue assise sur une chaise, et où effectivement la parole s'était déplacée de sa bouche à son sexe. C'était tout à fait sidérant. Et qu'est-ce que c'est que ce parce qu'il y a la linéarité du livre, la suite de l'histoire, et il y a cette linéarité-là aussi, oui, dans le récit fait du corps par toi, Geneviève, dans le livre. Alors, avant d'être le corps, c'est le corps allégorique. C'est-à-dire que c'est ce que Nietzsche, quand il parle du crépuscule des idoles. C'est-à-dire que la fin des idoles, c'est la fin de l'allégorie, c'est-à-dire la fin de la métaphysique. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Mais si, si par exemple, la femme n'est plus... le corps nu féminin n'est plus la représentation de la vérité, avec un V majuscule. On en a fait, à mon avis, c'est bien insuffisant, l'allégorie de la beauté, le corps nu féminin. Très bien. Mais c'est aussi la vérité qui est un corps nu, allégorique, depuis l'Antiquité. Et c'est j'en parle d'ailleurs dans le livre, et c'est ce que Nietzsche, et j'en avais parlé dans des textes antérieurs aussi à plus d'une... Il dit, si la vérité est femme, il faut entendre, si la vérité est un corps de pierre nu représenté allégoriquement par un corps de femme. Donc si ça se casse la figure à la fin du 19e siècle, c'est le début de la fin de la métaphysique. Hein, c'est la transcendance, ça se casse la gueule. Et comme par hasard, c'est au même moment historique que les femmes veulent être incluses dans, par exemple, l'accès à l'école des beaux-arts pour ce qui est de la France. Mais l'accès à d'autres lieux de beaux-arts en Europe, c'est à peu près avec des variantes dans toutes les capitales d'Europe. Donc, on a ce double mouvement fond de l'émancipation des femmes au XIXe siècle, donc dans une région du monde, là encore, j'y tiens, mais qui donc est une revendication d'égalité comme jamais il y a eu. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est pas parce que des femmes artistes, il y en a eu sous l'Ancien Régime,
Sauf que ce sont des exceptions. Le problème de la démocratie, je mets problème entre guillemets, c'est que l'exception fait règle. C'est-à-dire que si une femme peut faire ça, alors toutes peuvent le faire. C'est ça le problème de la démocratie. C'est ça le problème des hommes dominants par rapport à l'égalité des sexes. C'est que si l'une le fait, alors toutes pourront le faire. Et dans l'enseignement, ça s'est vu tout le temps. Il suffit qu'il y en ait une qui passe le bac pour que toutes les femmes puissent passer le baccalauréat. Ça, c'est après 1860. Donc, on a d'un côté ces femmes qui veulent avoir accès à l'ensemble des possibilités. J'étais dans un jury de thèse il y a 10 jours sur une doctorante qui vient de faire l'analyse de l'accès des femmes à la philosophie de 1860 à 1950. C'est tout à fait passionnant. Comment les femmes vont revendiquer d'être des philosophes. C'est pas qu'elles n'ont pas été avant, mais sauf que là, il s'agit que ça soit toutes les filles qui vont suivre un cours de philosophie, et pas seulement une par-ci, par-là, qui, grâce à son papa, va pouvoir faire de la philosophie, comme beaucoup d'artistes ou de philosophes ont pu profiter en général d'une généalogie père-fille pour obtenir des choses. On a ça continuellement dans l'histoire avant et après la Révolution. Donc il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a ce qui se passe en philosophie. Ce qui se passe en philosophie, il y a deux choses. Il y a d'une part, par exemple, donc Nietzsche qui dit c'est la fin des idoles, donc c'est la fin des allégories. Donc on va dissocier le corps nu féminin emblématique de l'accès à la vérité. D'ailleurs, il va parler de la vérité au pluriel. Enfin, tout se casse la gueule, d'une certaine façon. Puis on a aussi, par exemple, un écrivain que je cite dans le livre. J'avais fait tout un texte sur lui il y a très longtemps. Il est dans un de mes recueils, je crois, à côté du genre. D'ailleurs, pour un metteur en scène, donc c'était pour Alain Milianti, il y a de ça au milieu des années 90, où il mettait en scène Le Pélican de Strindberg, et où les actrices souffraient du texte de Strindberg. Et finalement, on m'avait demandé de venir parler de Strindberg, et moi je m'étais plongée dans les 3000 pages d'autobiographie de Strindberg, et où il dit, passionnante, littéralement passionnante, parce que on aurait tort de voir le misogyne antiféministe comme ça, c'est 10 fois plus compliqué, et notamment parce qu'il prend la mesure de la fin de Dieu, et il dit la femme a remplacé Dieu. La femme, pas la petite bonne femme, la femme avec un F majuscule, c'est-à-dire le grand autre est devenu l'autre avec un A majuscule, mais qui est seulement l'alter ego de la démocratie. Donc tout ça forme un nœud. Donc au milieu de tout ça, si la pierre s'anime, on va revenir à Pygmalion, si la pierre s'anime, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, je cite Léon Gérôme, et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs à faire sortir la vérité du puits, et c'est un corps nu de femme. Mais ce corps nu de femme, c'est plus la statue de pierre, c'est un corps en mouvement. Là encore, le mouvement est aussi important. Tu parlais de chaque fois du corps des femmes. Ces femmes qui en 1900 sortent du puits nues, et c'est la vérité qui sort du puits, ça veut dire quoi, le rapport entre ce corps qui bouge, qui n'est plus emblématique, et qui... voilà. Donc c'est autour de tout ça qu'on voit que le corps féminin, d'abord que les femmes et le corps féminin vont être déplacés parce que la fin de la métaphysique se met en place. Et c'est ça que moi, c'est ce croisement entre les deux. Donc ça intervient. Donc c'est pour ça que ça a tant d'importance. Et c'est aussi pour ça que j'ai cité plusieurs. Il y a plusieurs images que je peux donner. Par exemple, il y a une sculpture dans l'ancienne école de médecine à l'Odéon à Paris. Il y a une sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Barrias de la fin du XXe siècle, mais cette sculpture se trouve dans d'autres endroits aussi. Et c'est la vérité se dénudant devant la science. Et c'est une femme qui se dénude comme ça, donc qui montre ses seins et son corps qui se dénude devant la science. Donc là, c'est la femme qui prend l'initiative de se dénuder pour montrer la vérité à la science. Donc encore une fois, la femme est dans le geste. Donc elle s'approprie aussi quelque chose. Adèle Haenel se dénude devant l'opinion publique. Et les fémènes, par exemple, qu'est-ce qu'elles font quand elles inscrivent du slogan sur leur corps? Alors je l'avais travaillé dans Les excès du genre, qui est un livre qui se trouve aujourd'hui en poche, un livre polémique que j'avais fait en 2014 parce que j'étais énervée qu'il n'y ait aucun discours un peu approfondi sur la question des féminines, mais aussi sur la question du genre. Enfin, je traitais un petit peu toutes les choses ou les stéréotypes, ça m'énervait, la lutte contre les stéréotypes. Grâce au ciel, MeToo avait fait un peu le ménage dans tout ça. Je dis ça trop vite. Mais les féminines, alors il se passe plusieurs choses. D'abord, elles font interruption, c'est-à-dire que leur corps est ce qui permet d'interrompre le bavardage médiatique. Parce que vous allez regarder tout d'un coup,
vous avez comme ça des corps qui interviennent dans ce qui est un bavardage des chaînes d'infos en continu, par exemple. Donc déjà, elles font cette intervention dans l'espace public, mais aussi dans l'espace imagé qu'on va nous ressortir. Regardez, voilà, des femmes sont arrivées seins nus. Puis elles écrivent sur leur corps, ce qui a été repris partout dans le monde, hein, et pas seulement en Europe. C'est bon. Alors les Espagnols l'ont fait quand elles ont été menacées de perdre le droit à l'avortement il y a quelques années. Église sort de mon corps. C'était comme ça allongée à Madrid, mais ça a été fait aussi en Chine, au Chili, enfin en Argentine, etc., dans d'autres endroits. Et c'est très important parce que j'écris sur mon corps, donc mon corps est un support d'inscription et pas seulement l'objet du regard, l'objet fantasmé ou l'objet traduit en allégorie et en idole, comme dirait Nietzsche. Donc on a là des appropriations multiples. Je suis en train de montrer différentes sortes d'appropriations du corps féminin. Et d'ailleurs, pour conclure aussi dans des exemples, Suzanne Valadon, donc comme Paula Modersohn-Becker, vont faire des autoportraits d'elles-mêmes. Donc, ce sont deux femmes peintres de la fin du 19e, début 20e. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont finir par faire des autoportraits au sein nu. Donc, non seulement, Suzanne Valadon, c'est intéressant parce qu'elle passe de modèle à artiste, donc d'objet à sujet. Et en devenant sujet, elle va se mettre elle-même comme objet, mais en se montrant seins nus, c'est-à-dire en disant « et je peux aussi être nue ». Donc voilà, je peux continuer sur les exemples, mais peut-être... Non, mais je voudrais qu'on arrive à cette idée du sexe qui parle. Alors le sexe qui parle, d'abord, il faut savoir que c'est une formule de Foucault. Cette formule de Foucault, elle est empruntée à Diderot, dans Les bijoux indiscrets. Donc les bijoux indiscrets de Diderot, c'est le prince Montgogul qui va, s'il fait tourner son anneau, faire parler le sexe, la partie la plus intime des femmes, à savoir le sexe. Alors là, c'est pas le sexe qui parle pour faire de la philosophie, mais c'est le sexe qui va raconter des tas de choses. Donc on a le sexe qui parle, c'est donc le sexe féminin pour un prince. Que fait Foucault dans le premier tome de l'histoire de la sexualité paru en 1976, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou 74, non, je crois 76. Il reprend le sexe qui parle pour dire on a fait du 19e siècle un siècle qui ne parle pas du sexe, qui est on va employer l'expression qui serait pas de lui du tout, pudibond, enfin donc a mis le sexe sous le tapis. C'est pas vrai. Le sexe parle tout le temps au 19e. Et moi, la jeune philosophe que je suis, je saute au plafond. Je saute au plafond, pourquoi? Parce que je me dis, passe d'un sexe qui est attribué à un des deux sexes pour en faire un neutre. Il ne dit absolument pas que ça vient de la question sexuée, et il en fait un universel neutre. Et moi, en plein féminisme, je ne peux pas comprendre qu'un philosophe, puisque au même moment, quelques années plus tôt, j'ai souffert de ne pas trouver cette question-là, la question sexe-genre, développée chez les philosophes. Donc je vois l'opération d'effacement. Mais d'ailleurs, cet effacement, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a une phrase très célèbre de Germaine de Staël qui dit que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Phrase tellement célèbre que vous la retrouvez dans un film de Godard. Ben non. Allez voir le texte. En général, c'est ce que je vais faire, moi, quand il y a des phrases comme ça. Alors, que dit le texte? Pour une femme, virgule, la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Et hop, on supprime le sexe féminin, on passe au neutre, à l'universel. Pourquoi pas? Mais dites-le, au lieu de ne pas le dire. Et ça ne marche que dans un sens, qui fait évidemment. ça, je vois le Foucault qui fait ça, et je sursaute. Alors ça, c'est la première chose. C'est pour ça que j'ai presque, si j'étais prosaïque, je dirais, je règle mes comptes avec une violence subie il y a 45 ans de la part d'un philosophe qui compte beaucoup pour moi à l'époque et encore aujourd'hui, et que je vois faire cette opération à laquelle je suis en désaccord. Donc je la raconte d'autant plus qu'un certain nombre de femmes artistes font jouer leur sexe, et c'est là-dessus que je termine d'ailleurs, que ce soit Esther Ferrer, Orlan et Déborah de Robertis, chacune à leur façon, elles font jouer le sexe, et pas seulement le corps nu féminin. Esther Ferrer en mettant un sexe à la place de son visage, Orlan le faisant aussi, puis en sortant du cadre, et Déborah de Robertis en se mettant devant Courbet et l'origine du monde, et en écartant les cuisses. C'est une de ses premières performances, puis elle en a fait d'autres depuis. Donc, une de Mevan Manet, quand il y a eu l'exposition sur la prostitution au musée d'Orsay, etc., en se demandant finalement ce
ce que cette femme allongée sur le lit a à dire ou à faire. Et donc, c'est le sexe qui va parler. Puis bon, chez Déborah de Robertis, ça va jusqu'au sexe qui regarde aussi. Moi, je pense que c'est un corps qui regarde chez elle, et pas seulement un sexe qui parle, mais ça vient de là, finalement. Et donc, chaque fois, je vois finalement que les artistes femmes vont détourner ou retourner ce qui leur avait été volé. Elles passent pas seulement d'objet à sujet, comme Suzanne Valadon, par exemple, ou même Berthe Morisot, qui était quand même modèle avant, pour son beau-frère, avant d'être la grande artiste qui vient d'avoir enfin une grande exposition au musée d'Orsay l'année dernière. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en utilisant leur corps, bon, et puis on peut passer par beaucoup d'autres artistes, Cindy Sherman et tant d'autres. Alors justement, dans cette relation de la femme à son corps, vous avez un chapitre qui va sans doute faire grincer des dents un peu, hein, sur le viol. Vous parlez du viol comme acte fondateur de la création artistique des femmes, et vous Pas ajoutez de toutes les femmes. Des femmes qui ne l'a pas repéré, point d'interrogation. Vous mettez beaucoup de points d'interrogation. Enfin, c'est fou, je suis rattrapée par le vouvoiement dès que j'ai un micro devant moi. Tu mets beaucoup de points d'interrogation, Geneviève, à cet endroit-là. Tu cites Annie Ernaux, non pas Annie Ernaux, Christine Angot, Niki de Saint-Phal, Barbara, Lee Miller, et tu dis que peut-être effectivement l'art va permettre une réappropriation du corps, que peut-être il y a quelque chose qui va se transformer, et que finalement le viol n'est pas un trauma à vie, au fond, si j'ai bien lu, hein. Alors, d'une part, le viol n'est pas un trauma à vie, contrairement à ce que certaines positions féministes peuvent être dites. Là, il y a des désaccords, et moi, je serai en désaccord avec certaines positions actuelles des spécialistes là-dessus. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Ce que tu soulèves, alors, c'est l'avant-dernier chapitre. Et pourquoi ? Parce que j'avais été choquée il y a quelques années par le fait quand on avait des biographies de femmes artistes, il fallait toujours dire qu'elles avaient beaucoup souffert. Alors, notamment, je me souviens d'avoir lu, je crois, dans une des encyclopédies de femmes plus ou moins récentes, c'était la biographie de Germaine Richier, la sculptrice, que je cite aussi dans ce livre, qui m'avait choquée parce qu'on parlait de sa souffrance. Or, elle raconte qu'elle n'a pas du tout souffert, ou presque. Donc, je m'étais dit, pourquoi on insiste toujours sur la souffrance des femmes ? Puis, évidemment, venant un exemple que je cite au tout début du livre, dans l'adresse au départ que j'adresse à Louise Bourgeois, évidemment, on a eu le cas, parce que ma génération, il y en a beaucoup que ça étonnera ici sans doute, elle a appris l'existence de Camille Claudel, car Camille Claudel, jusqu'en la fin des années 70, n'existait pas. Hein, elle est sortie de l'ombre, de la nuit, dans les années 70. C'est inimaginable, mais c'est comme ça. Maintenant que c'est une artiste qui est omniprésente, nous l'avons découverte, hein, par différents travaux qui ont lieu dans la deuxième moitié de la décennie 70. Or, ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, elle avait été bousillée. Ça, c'est quelque chose qui nous a sauté aux yeux. Non seulement elle avait fait des belles œuvres, et tout n'était pas encore visible quand on la découvre dans les années 70, même si certains sans doute la connaissaient, je veux bien le croire. On connaît encore très peu de ses œuvres à ce moment-là, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que et son frère et son amant Rodin ont joué un drôle de jeu avec elle, et qu'elle a quand même été enfermée pendant des décennies, et qu'elle n'a plus pu continuer à devenir sculptrice. Très bien. Donc, j'entre dans l'histoire de l'art avec l'histoire de la souffrance des femmes. Et quand j'ai écrit ça, je me suis dit, je vais prendre l'exemple de Louise Bourgeois qui fait l'entrée donc du livre, je me suis dit, je vais pas quand même raconter à chaque fois la souffrance des femmes, parce que l'histoire de la voix, par exemple, Consuelo, Germaine de Staël, ou Corinne de Germaine de Staël, pardon, et Consuelo de mes fils, ces trois femmes, sont des femmes en souffrance aussi. Parce que devenir créatrice n'est pas sans faire souffrir. Pas comme tous les créateurs. Comme tous les créateurs peuvent-elles le dire dans des interviews nombreux qu'on peut retrouver à l'INA et autres, mais aussi souffrir en tant que femme. C'est-à-dire dans comment elles vont manager, comment elles vont régler l'affaire de ce double Eros. C'est un vrai problème, et la meilleure pour parler de tout ça, c'est Germaine de Staël, de loin, je trouve. Mais Virginia Woolf n'est pas mauvaise non plus. Donc la question du croisement entre comment je vais gérer le désir de l'autre et le désir de création est spécifiquement féminin, et c'est ce qui est dit dans les textes. Donc que vais-je faire de l'histoire de la souffrance des femmes ? Premièrement, commencer par
comment Louise Bourgeois, qui et surtout l'exposition, les 2 expositions de la fin de sa vie, dont l'une va sortir après sa mort, et l'autre qui est la dernière exposition avant qu'elle ne meure, qui est à la Maison de Balzac, qui est sur Eugénie Grandet. Et là aussi, je suis surprise. Et moi, chaque fois, c'est ça l'avantage d'avoir été formée à la philosophie, c'est qu'on a le droit de ne pas comprendre. On a le droit d'être étonné et pas tout de suite, comme si on était dans les sciences sociales, de maîtriser le savoir qui nous est offert. Donc on a droit à la point d'interrogation. Et c'est quand même, moi j'aime bien. Et donc je suis à la Maison de Balzac, à côté de la Maison de la Radio. Et sa dernière exposition, c'est sur Eugénie Grandet. Qui est Eugénie Grandet? Une héroïne de Balzac qui va être enfermée dans la solitude domestique à cause de son père, etc. Enfin, vraiment le malheur pur. Et pourquoi elle veut raconter l'histoire d'Eugénie Grandet, ou terminer quasiment sa dernière expression par Eugénie Grandet, parce qu'elle dit « j'aurais pu être Eugénie Grandet ». Enfin, mais ce n'est pas mon histoire. Mais en même temps, c'est elle dont je veux parler. Et c'est ça que j'ai fui, en gros, en partant aux États-Unis ou en devenant sculptrice, etc. Et elle dit par ailleurs, à propos de la 2e exposition dont je veux parler, qui sont les Papesses, qui a lieu pendant le Festival d'Avignon, à Avignon donc, il y a quelques années, où elle va un peu inspirer la Fondation Lambert sur cette exposition, qui commence donc à Camille Claudel, finit à Louise Bourgeois, et entre les deux, il y a 3 artistes contemporaines, Kiki Smith, qui était exposée ou qui est encore à la Monnaie de Paris, Berlinda, je vais écorcher son nom, enfin, bref, 3 artistes contemporaines, pardon, là j'ai un moment de fatigue. Et puis, et elle s'exprime sur tout ça. Et elle dit qu'elle n'a jamais eu finalement la souffrance de Camille Claudel. Et en même temps, elle fait l'exposition sur Eugénie Grandet, qui est vraiment l'expression même de la souffrance féminine, de l'enfermement domestique. Donc cette façon à la fois d'accepter de désigner la difficulté de la femme artiste, en même temps de s'en extraire, et pourtant d'être dans cette lignée-là, puisque j'aime beaucoup le mot lignée, j'ai trouvé ça strictement passionnant. Donc j'ouvre le livre là-dessus exprès, et en même temps, je vais, comme par coup de patte, signaler qu'il y a des souffrances chez les unes et chez les autres, puis il faut faire quand même un moment final sur la question de la souffrance. Et ce qu'on remarque depuis des années, je ne suis pas la seule, et je suis sûre qu'il y a des personnes qui travaillent là-dessus en ce moment, sur le trauma, mais chez les hommes aussi, on peut se trouver ces traumas-là. Chez les femmes, la question du viol, il y a Artemisa Gentileschi quand même, il y a plusieurs siècles, ça a fait une histoire publique, puisque son père puisque c'était son maître son maître d'enseignement qui l'avait violé, il en a fait une affaire publique. Et après, on peut voir, reprenons L'homme et l'œuvre, comment elle peut peindre l'affaire de Judith et Holoferne, hein. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Comment, quand on coupe la tête de quelqu'un, comment est représentée la servante, justement. Si elle est autour du lit, si elle est à l'extérieur, si c'est elle qui porte la tête, etc. etc. Donc, Artemisa Gentileschi, elle a fait des choses là-dessus. Et quand on sait qu'elle est marquée quand même à son origine par un viol qui a été rendu public, puisque dénoncé violemment par son père, la suite, on n'arrête pas de trouver des viols quand on va voir des expositions. Moi, je savais pas que Niki Saint-Phal s'était fait violer. Ben oui. Et elle en a même fait un livre. Et donc, c'est sur elle, surtout, que je m'appuie dans ce chapitre, puisqu'elle a fait un livre qui s'appelle Mon secret. Elle a fait un film qui s'appelle Daddy. Et ce que je raconte dans ce passage-là, c'est ce qu'elle raconte elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mon premier geste artistique, c'est quoi? Je retourne à l'école, après ce viol, et je vais peindre en rouge les feuilles de vigne qu'il y a sur les sexes masculins des statues. Donc c'est son premier geste artistique, dit-elle. Donc dans un livre qu'elle a publié. Et c'est vrai que le nombre de fois où je suis tombée sur des femmes artistes dont on entend qu'il y a eu un trauma violent, et là on a bon, je sais pas, Barbara l'Aigle Noir, j'en avais parlé à des spécialistes de la chanson, pendant longtemps personne n'a voulu savoir exactement de quoi il s'agissait. Maintenant on sait. Puis il y en a maintenant qui ont pris la parole, telle Christine Angot, pour en faire la matière même de La femme et l'œuvre. Hein. Mais c'est pas seulement les questions de sexe qui font L'homme et l'œuvre ou La femme et l'œuvre, que ça de Masneff dont je parlais tout à l'heure à Christine Angot. C'est comment. Donc je me suis posé la question. Effectivement, je la résous pas, et j'ai pris l'exemple. Je vais à l'exposition de Lee Miller au Jeu de Paume, et je tombe là-dessus aussi, sur le fait qu'il y a aussi un trauma quelque part.
Donc je me suis... ce qui m'a interpellée, si je puis dire, c'est la multiplicité des traumas qui finalement sont donnés à entendre ou à voir, ou en tout cas dans les biographies. Mais de la même manière que tu peux dire, à un moment, tu parles de... Alors, je ne sais plus si c'est dans la suite de l'histoire ou dans la sexuation. J'en fais pas nécessairement la causalité de l'œuvre. Oui. Mais ce qui m'a frappé, et c'était trop beau, si je puis dire, c'était l'exemple de Niki Tinfal, qui dit elle-même, c'est mon premier geste artistique. Hein, c'est de peindre en rouge, c'est sexe masculin, quoi, d'une certaine façon, puisque ils m'ont fait tellement de mal. Ça me paraît être... pouvoir se mettre en relation, et je crois que c'est dans la sexuation du genre que tu en parles. Tu parles de Annie Ernaux à un moment donné. Du monde. Tu peux dire sexuation du genre si tu veux. Alors oui, Annie Ernaux, tu parles de Annie Ernaux et tu dis l'avortement, ce n'est pas son identité, c'est un événement. Alors c'est ça, c'est parce que c'est elle qui le dit. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle relie l'avortement et l'écriture. C'est-à-dire que là où il y aurait pu, là où on aurait pu. Alors c'est un autre moment du livre. Hein, c'est quand je parle de l'opposition qui vient de Platon, là encore, entre enfanté et engendré. Enfanté et engendré, et c'est normalement il y aurait une répartition, hein, soit comme dit Nietzsche, aut libri, aut liberi, soit des enfants, soit des livres. Alors, c'est pas vrai, puisque par ailleurs, il y a comme dit Derrida, il parle de la grossesse du philosophe, dont parle sans cesse Nietzsche, ou bien même Platon. Donc, comme dirait feu malheureusement Nicole Laureau, cet anthropologue de l'Antiquité extraordinaire, les hommes se sont appropriés aussi la question de la grossesse et de la signification de ce que c'est que de mettre au monde, quoi. Donc ils ont pris le livre et l'enfant, si je puis dire. C'est pas out, c'est pas soit pour les hommes, c'est et. J'engendre et j'enfante. C'est-à-dire dans l'imaginaire, je peux utiliser la métaphore de la grossesse, etc., etc. Donc ça c'est bien intéressant, cette question-là. Soit on les oppose, les femmes peuvent pas faire les deux. Elle se dit magnifiquement, hein, au début du 19e siècle, c'est Joseph de Maistre, ou tous les médecins philosophes aussi. En gros, si vous voulez, si vous avez trop d'activité cérébrale, ça va tuer l'activité utérine. Il y a une inversion entre les deux. Ah bah oui, non mais c'est dit noir sur blanc, j'invente rien. Je raconte ça dans Muscle de la raison. Donc là, ce qui se passe, c'est que sur la question d'Annie Ernaux, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est au moment où je remarque ce qui se remarque encore et qui n'est pas assez travaillé. Je cite à cet endroit-là Chantal Thomas, puisqu'elle appelle ça le prix de c'est sa liberté, c'est de décider de ne pas enfanter puisque je vais engendrer. C'est-à-dire, si j'écris des livres, je n'aurai pas d'enfants. Ce qu'énormément de femmes ont fait au XXe siècle. Je vous prends un exemple tout simple. Vous prenez les 3 femmes philosophes du XXe siècle, Hannah Arendt, Simone Weil et Simone de Beauvoir, pas une a un enfant. Donc il y a eu vraiment un arrêt de la décision d'enfanter pour pouvoir accéder à ce que les hommes avaient en leur possession, à savoir l'engendrement possible, l'écriture des livres, la femme artiste, etc., etc. Alors c'est une question. Alors oui, le livre de Chantal Thomas s'appelle, je crois, Comment supporter ma liberté, si je me souviens bien, qui est sur cette question-là, dont je me souviens avoir l'occasion d'un colloque où nous étions ensemble discuter avec elle, donc c'était en gros il y aurait l'idée de l'absence de descendance ou de fabrique de l'enfant comme reliée à la question de la production. Mais Annie Ernaux, elle va plus loin puisqu'elle dit qu'elle relie son écriture à son avortement. Elle est plus forte, elle est toujours forte, quoi, de toute façon. J'ai envie de saluer quand même l'écriture de cette écrivaine. Et donc, c'est ça juste que j'ai souligné. C'est comment elle faisait le lien entre les deux. C'est pas je me débarrasse de l'enfantement et je me débarrasse éventuellement d'une grossesse parce que je me suis vouée à la création. C'est finalement tout ça, ça a du lien aussi. Et je trouve que tu as raison, parce que c'est à 2 endroits différents du livre, de relier à la fois la question du viol et la question de l'avortement. Oui, et je voudrais faire aussi un pas que tu fais toi, également. Je voudrais parler parce que tu dis sur la question de l'engendrement et l'enfantement qui, moi, enfin, c'est fou parce que je veux dire, c'est des choses que... c'est une banalité. C'est des banalités qu'on lit et qui tout à coup vous sautent à la figure, quoi. Moi,
Je crois que j'avais pas clairement entendu cette, Alors, il se trouve cette que tu partition il se trouve que t'es pas entre, la seule, oui. entre l'engendrement et l'enfantement. Et pourtant, j'ai pas 20 ans, mais donc. Et ce qui est passionnant, c'est toujours ça qui est passionnant chez toi, c'est que tout à coup, cette histoire d'engendrement et d'enfantement est précipitée par ton entremise dans la littérature à travers l'histoire le conflit. Marie Darrieussecq, Camille Laurence. Alors ça, c'est dans la sexuation du monde. Oui, je fais des allers-retours entre les deux. Non, tu l'as pas repris dans la suite de l'histoire. Et tout à coup, quelque chose qui est quand même de l'ordre d'un atavisme, finalement, se retrouve précipité dans un conflit entre deux auteurs, deux écrivains. L'une qui a eu un enfant qui est mort, qui l'a raconté. L'autre qui a écrit une fiction sur un enfant mort et qui est accusée de plagiat. De plagiat par la première. Ça, c'est une histoire. Et tu rattaches ça à l'histoire de l'engendrement et l'enfantement. Finalement, l'une aurait engendré et l'autre enfanté. Alors, ce qui m'avait intéressé dans cette histoire, qui est douloureuse pour les deux probablement, oui, évidemment, c'était le passage entre la réalité et la fiction. Oui. C'est-à-dire, ma mère, professeure de lettres, avait l'habitude de dire que la réalité dépasse la fiction. Et c'est vrai que, donc sans doute, elle était choquée par des choses du réel qui venaient bousculer sa vie littéraire. Et c'est vrai que dans cette histoire du plagiat, donc supposé de Camille Laurence par Marie Darrieussecq, il y a quelque chose pour moi qui avait quelque chose pour moi d'incompréhensible et en même temps de sensé. C'était les deux en même temps. C'est-à-dire d'incompréhensible parce qu'on a le droit d'écrire une histoire qui ressemble à l'histoire d'un enfant mort parce que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'êtres humains de perdre un enfant. Et en même temps, c'était évidemment surinvesti par la question de la création tout court avec un C majuscule. Donc, et citons Platon à nouveau. Et que là, un enjeu symbolique se jouait parce que c'était la question de la mise au monde, parce que la question de la création tout court. Et c'est pour ça que c'est si violent entre elles. Parce que sinon, il y a pas de. Combien de fois on a écrit sur l'enfance, sur la séparation, sur l'amour, enfin, je sais pas quoi. Alors, ça me fait penser à autre chose. Je sais pas si tu vas trouver que ça a du sens de le relier. Moi, j'ai été très surprise, et donc je l'avais dit dans un entretien pour le magazine littéraire qui est ressorti là dans Féminisme et philosophie, mais l'histoire de Carmen. L'histoire de Carmen. Le changement de la fin. La folie qui a pris un certain nombre de responsables intellectuels de notre pays parce qu'un metteur en scène voulait changer la fin de Carmen et que finalement ça serait pas elle qui serait tuée, mais elle qui tuerait. C'est la même chose que l'inversion du 1003 et j'étais très surprise parce que l'histoire devait rester immobile. Carmen était tuée. Mais depuis quand dans l'histoire de l'art les choses restent immobiles? Moi, j'ai jamais vu ça. Je n'arrête pas de voir la transformation de l'histoire en permanence. Je citais tout à l'heure Judith et Holoferne. Enfin, le nombre de fois où on a représenté l'histoire de Judith et Holoferne, mais je sais pas combien de fois. C'est-à-dire, on passe son temps à réécrire l'histoire. C'est ça même pour moi l'histoire de l'art. Donc, quand on dit stop, arrêtez, on ne touchera pas à Carmen, que se passe-t-il à ce moment-là? Donc, c'est des immobilités qui nous sont demandées. Alors, je fais le lien avec ce dont on parlait, parce que là, sur pourquoi la mort d'un enfant ne pourrait pas être racontée plusieurs fois. Comme si quelque chose devait sortir de l'histoire à un certain moment, oui. et qui me surprend quand ça touche précisément à la question de... Alors là, c'est sur la création des femmes, et l'autre, c'est sur la place qu'on donne à une femme. Elle est nécessairement une victime. Et il ne faut pas qu'elle change de place dans l'opéra. C'est pas possible. Mais tu parles de dérèglement des représentations, tu dis que ce n'est pas la rupture, que ça fabrique de la rupture. Ce qui, oui, évidemment, n'est pas tout à fait pareil
déréglé fabrique de la rupture, mais ne fait pas rupture. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une métamorphose qui est en cours, de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais moi, quand je lis, par exemple, je voudrais revenir à ça et après on va peut-être ouvrir, si les gens souhaitent te poser des questions. Sur l'histoire, je terminerai par ça, sur l'histoire de l'unique et du multiple. Donc j'y retourne, Angelica Lidl, mais elle n'est pas la seule. Liberté à Brême qu'on a vu à Rennes, c'était ça, hein, c'était une femme unique, c'est un texte de Fassbinder, et autour des hommes avec lesquels elle jouait les mantes religieuses, qu'elle consommait et qu'elle tuait. Est-ce qu'il faut, pour réparer, je ne sais pas, peut-être qu'il est nécessaire de réparer, autant il faudra... Je ne pense pas qu'il faille réparer. Je pense que les femmes artistes n'ont pas envie de réparer. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de la réparation. Donc quand on parle de réparation, on se trompe au fond. Par exemple, des règles. Ah oui, moi je suis pas du tout du côté de la réparation et ni même de la restauration. C'est bien de restaurer, c'est bien de rendre visibles les héroïnes, c'est bien de faire le matrimoine, tout ça. Moi je suis pour et je le ferai. C'est bien de faire de la parité, c'est bien de faire de l'inclusion, c'est bien de faire tout ça. C'est pas ça qui fera bouger la question symbolique. C'est pas ça qui fera bouger la question symbolique. C'est la même chose que être citoyenne, devenir députée ou voire présidente de la République. C'est pas ça qui changera l'organisation sociale dans laquelle nous sommes à tel endroit du monde, etc. Même si c'est très bien qu'il y ait des femmes qui deviennent présidentes de la République. J'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai vu la maire de Bogota être élue l'autre jour, cette lesbienne de 50 ans qui, on voyait sur son visage, il y avait une telle victoire, mais offerte, pas du tout une victoire. C'est pour moi une victoire, je me venge. Une victoire offerte parce que je pouvais pas m'empêcher de penser que la parité c'était très bien si une femme pouvait devenir maire à Bogota tout en étant lesbienne dans l'Amérique latine, enfin que c'était quand même des subversions multiples. Bon, très bien. Mais qu'est-ce que ça va changer? Voilà. Donc sur la question de l'art, on est nécessairement ailleurs. On est nécessairement ailleurs parce que, et alors ça me permet de dire juste peut-être un point. Parce que ça mérite d'être développé la question que tu poses. Par exemple, moi je ne suis pas rentrée, je le disais d'entrée de jeu, sur la critique des normes. Parce que si je veux critiquer les normes, bon, tu parlais du 1 et du multiple, de la binarité, parce que moi je pense que c'est pas la destruction de la binarité qui arrive, c'est l'affirmation du multiple. C'est-à-dire qu'on revient à avant Platon et Aristote sur ce qui était peut-être le paradigme du 1 et du multiple plutôt que du paradigme du même et de l'autre, qu'on a eu d'autant plus depuis 200 ans, depuis l'hégélianisme et le marxisme, mais qu'on avait avant. Mais comme je disais tout à l'heure, comme la femme a remplacé Dieu, elle est devenue l'autre du même, avec la sécularisation et la fin de la métaphysique, c'est vrai que le 2 est devenu oppressant. Mais le multiple, c'est pas la disparition de la question de la différence des sexes. C'est juste que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Mais quand on est de ce côté-là, on est loin de je détruis les normes et parce que par quoi on va les remplacer. Moi, je préfère dérégler parce que la règle est une relation. La règle met nécessairement en relation deux choses. Tandis que je change de norme. Moi alors là, je vois les orthodoxies de ma jeunesse post-68 art, pas loin de l'horizon, et je me dis que je ne rentrerai pas dans ces orthodoxies, que je suis contre ces orthodoxies et ces impératifs de pensée. Et je pense que c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc le dérèglement, c'est une ouverture possible, et je suis d'accord avec toi quand tu dis le corps, il est partout dans mon livre, et je pense que le corps, il est partout dans le 21e siècle, et que c'est ça, il y a au moins... disons, trois corps en jeu pour ce qui est du féminisme aujourd'hui. C'est le corps reproducteur, PMA, GPA. C'est le corps de MeToo et de toutes ces suites sur ce que j'appelle le corps collectif. Et il y a le corps des arts qui n'arrête pas de nous interpeller dans toutes les formes de l'art, quoi. Donc le corps des femmes et la façon dont les femmes ont réapproprié ce corps, ça ne veut pas dire que le jeu sujet-objet soit complètement réglé. Et je pense pas que ça soit ça la vraie question, de passer juste d'objet à sujet. Parce qu'en fait, nous restons des objets tout en étant devenus des sujets. Ça, c'est un truc que j'avais écrit il y a très longtemps, et notamment dans un texte qui s'appelait Permanence de l'objet. C'était
Hop, vous voyez ma mémoire, mais ça disait que c'est pas parce qu'on est, oui, devenir sujet, permanence de l'objet. C'est pas parce qu'on devient des sujets ou qu'on est devenu des sujets qu'on a cessé d'être des objets, c'est-à-dire des objets d'échange, c'est-à-dire des objets où on est le lieu de l'échange. Et c'est pour ça que la question du corps est si importante, parce que dans ce lieu de l'échange peut venir quelque chose de vraiment subversif. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez poser quelques questions à Geneviève pendant une dizaine de minutes? 10-15 minutes? Ce que vous venez de dire sur les trois corps différents, comment est-ce que vous pourriez avancer des porosités entre justement ces trois corps, notamment entre le lien entre le symbolique et le réel, comment on passe au monde réel, enfin du monde des idées au... Alors ça, c'est vraiment le chantier. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la question symbolique et on n'arrête pas d'insister sur le fait que ça passera par le corps des femmes. C'est une situation tout à fait, vertigineuse d'une certaine façon. Mais bon, la philosophie, c'est toujours assez vertigineux, et, enfin, à mon sens. Donc, sur les porosités, je ne sais pas. Ce que je sais, parce que je suis une vieille cartésienne, c'est que quand je disais le pour toutes, le cycle de droit des 2 derniers siècles, c'est que l'enjeu, c'était la raison des femmes. D'ailleurs, j'avais titré il y a longtemps un recueil de textes, La raison des femmes. C'est-à-dire que l'enjeu était, vous n'avez pas la même raison que nous. D'accord, on est des semblables. Alors ça commence au XVIIe siècle, bien avant l'ère démocratique et la post-révolution française, pour ce qui est de chez nous. Donc, on est sur l'enjeu de la raison. Et c'est ça qui m'a tenu pendant longtemps. Et Muse de la raison, qui est ce livre dont que j'ai évoqué à plusieurs reprises, qui est sur les lendemains de la Révolution française, c'est une expression il n'y a pas de muse de la raison dans les muses, ça n'existe pas. Donc, mais c'est une expression employée par un des frères Chénier pour caractériser celle qui veut devenir poète, à savoir Constance de Salm à l'époque. Elle est une muse de la raison, donc un paradoxe, puisqu'elle veut la raison et elle veut être muse. Enfin, bref, c'est 2 choses qu'on veut. Enfin, qu'elle reste muse, mais qu'elle n'ait pas de raison, donc qu'elle soit pas poète, etc., etc. J'ai pas le temps de développer et de démontrer. Mais donc, on est sur l'enjeu de la raison. Ça ne veut pas dire que le corps des femmes n'est pas intéressant dans les mouvements d'émancipation de ces 2 derniers siècles. Et on l'a vu, rien que pour ma génération, entre contraception, avortement, criminalisation du viol. Ça va en France, ça fait 67 la contraception, 74 la loi Veil, confirmation de la loi Veil en 79 et criminalisation du viol en 1980. C'est pour ça que le mouvement auquel j'ai appartenu a milité. Donc on est bien sur la question du corps des femmes. Sauf que ce sont des corps qui restent individuels. C'est une affaire politique, mais on va porter en justice l'acte de viol, on va faire on fera les enfants que nous voulons, etc., etc. L'individu reste premier dans ces droits qui sont obtenus pour tout le monde. Ce qui se passe, les enjeux qui se jouent au XXe siècle. Donc moi, je crois que la subversion du corps, et j'aimais bien que la question des fémènes soit posée, parce que c'est pas par hasard qu'elles arrivent à ce moment-là. Bien que les premières femmes qui se baladent nues contre un pouvoir dominant, c'est en Afrique en 1929, contre un colonialisme local. Donc on est bien dans une affaire qui a commencé avant. Il y a eu aussi des femmes au Mexique, etc., contre le vol des terres, mais on a le corps qui arrive au XXIe siècle devient un enjeu collectif et pas seulement les corps individuels qui veulent obtenir des droits pour les corps individuels. Et si vous regardez la PMA-GPA, ce qui est en jeu, comme c'est aussi les affaires techniques, par exemple la technologie, comment on obtient ces enfants-là, où on passe par la technique, où on passe par l'industrie, à ce moment-là, on voit bien que ça met en jeu une organisation sociale et économique. Et pas seulement, j'aurai les enfants quand je voudrais. On passe à autre chose. Quand on est sur le corps collectif, je tiens donc à mon expression corps collectif, on voit que ce qui se passe de MeToo à Vanessa Springora, c'est je lance dans l'espace public cette affaire privée. Tous ceux qui ont voulu dire que c'était privé, si je reprends l'histoire d'Adèle Haenel, quand le président Macron, quand il dit il y a 1 an, ah oui, c'est très très bien que les femmes aillent porter plainte, c'est très important.
Bon, on sait très bien que c'est très difficile. L'institution judiciaire le prouve tous les jours, même si ça va évidemment s'améliorer. Ça s'est déjà amélioré, vu le nombre de plaintes qu'il y a eu l'année dernière. C'est que les plaintes s'entendent plus qu'avant. Mais lui, ce qu'il dit, c'est individuellement, chaque femme doit aller porter plainte. Alors, quand Adèle Haenel a dit « Moi, je n'irai pas porter plainte », on n'y a pas vu un geste politique. Alors, c'est un geste très politique. On y a vu seulement la lassitude de ce que les institutions n'étaient pas bonnes. Mais non, elle faisait un geste politique. C'est-à-dire, elle disait, il ne suffira pas d'aller en justice individuellement, 1 plus 1 plus 1 plus 1, plutôt 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, pour que ça fasse quelque chose. Donc, je fais exprès de dire, enfin, c'est mon interprétation, en tout cas la mienne, je fais exprès de dire que ça doit se jouer dans un autre espace que l'espace judiciaire. Et d'une certaine façon, elle a réussi, ce qui n'a pas empêché qu'elle a été obligée, contrainte de passer aussi par la justice. Mais c'est ça qui est important. Et que fait Vanessa Springera? Ça, c'est aussi passionnant. Elle met l'auteur réel des violences dans le livre. Elle a été mise dans un livre, ben elle va le mettre lui aussi dans le livre. Donc on voit là que le corps est installé dans un espace de publication. Et en plus, elle est elle-même éditrice. Donc tout ça, donc le corps prend de la place dans un espace public. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, c'est pour moi, qui quand même traîne les guêtres dans ces questions-là depuis plusieurs décennies. Je vois des moments de rupture, justement. Et quant au corps, comment les femmes artistes utilisent leur corps depuis 50, 60 ans, c'est clair que là, il y a eu des ruptures. On n'en est plus seulement à Suzanne Valadon et Paula Modersohn-Becker qui, et encore c'est très important, qui font des autoportraits nus, d'elles-mêmes à demi-nues puis nues. On en est sur autre chose. Prenons Cindy Sherman et la multiplicité des images qu'elle va donner d'elle-même jusqu'à l'infini, c'est-à-dire ce qu'on appelle des avatars, hein, c'est-à-dire des formes qui sont, et non plus seulement la représentation de soi. Donc là, ces corps-là, ils vont... Qu'est-ce qu'elle dit avec ça? Il va y avoir une exposition, Cindy Sherman d'ailleurs, là, cette année à Paris. Je trouve c'est aussi ça, là, on voit qu'on est passé au multiple, c'est-à-dire qu'on est passé dans un espace qui est un espace collectif et pas seulement d'une addition des individus. Donc c'est pour ça que ça fait 3 corps, hein, et que, comme on a fini un peu le cycle de droit, puisqu'on est allé jusqu'à la famille, espace sur lesquels Rousseau avait mis vraiment des murailles pour pas qu'on y entre, qu'on n'en fasse pas entrer l'égalité dans cet espace-là. Donc c'est que la démocratie a craché dans tous les espaces des droits du pour toutes. Après, le perfectionnement et la peur que ça revienne en arrière sur la question économique, par exemple, c'est évident. Si on prend la réforme des retraites en ce moment, si les femmes qui seraient soi-disant gagnantes vont en fait être perdantes, c'est bien que donc les droits économiques sont d'une fragilité extrême. Mais en tout cas, tout a été identifié comme pouvant être des droits du pour toutes. Et maintenant, donc c'est aussi la question du pour chacune, mais dans la pour chacune, ça permet de sortir ces corps qui vont à la fois dire des choses et en même temps être le lieu. Barbara Kruger, cette artiste, c'est quoi? C'est 79, 89 quand elle dit « Mon corps est un champ de bataille ». C'est ce que j'appelle le lieu de l'échange. C'est-à-dire que les sociétés sont construites. Quand je dis que les sexes font l'histoire, c'est ça que je veux dire par ailleurs dans d'autres textes. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on aurait tort de penser que cette question des sexes est une question extra-politique. Ce qu'on veut toujours faire, parce que comme ça, elle est extra-historique. Comme ça, elle est atemporelle et on est tranquille. Carmen va mourir. Et à jamais, ça sera la défaite des femmes, comme disait le livre de Catherine Clément. Donc voilà, c'est que ça fait histoire. Et le faire histoire, c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que là, du coup, on touche à la question symbolique. Puisqu'on veut maintenir la chose hors de l'histoire, de toutes les façons. Et ça, moi, je peux faire des heures d'intervention là-dessus. Sur comment, et donc la morale, par exemple, non mais qu'ils arrêtent avec l'histoire c'est pas une affaire morale, c'est une affaire politique, c'est une affaire d'égalité. Alors quand ils disent les mœurs ont changé, la morale n'est plus la même, là on les entend autour de l'affaire Sprenguera. Non mais il faut qu'ils se réveillent, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais ça fait cache-sexe, la morale. Moi, tout le monde n'aime pas que je dise ça. J'ai dit ça il y a 3 jours dans un colloque de philosophie. On m'a dit mais que c'était pas bien que je fasse pas de philosophie morale. Ça me dérange pas.
On va se retrouver pour continuer ces conversations. La prochaine fois, c'est le 7 février avec Patrick Boucheron, qui a titré son essai « Son rencontre et histoire ». Essai d'histoire immédiate, le moment Adèle Haenel. Après quoi, il y aura le 18 février la représentation des femmes au cinéma et sur les écrans pour en finir avec les clichés. L'invité sera Iris Bray. C'est elle d'ailleurs qui a interviewé Adèle, je crois, Haenel, juste après Mediapart. Et un ciné-rencontre le 3 mars avec Julie Gaillet et Mathieu Busson pour le film Filmmakers.